Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'analyse et de sortie cette fois, puisqu'aujourd'hui on va parler pour la première fois en distanciel également parce que c'est une émission un petit peu bonus. On n'a pas pu enregistrer ensemble parce qu'en plus on a vu le film à des moments différents, mais pour une fois on parle d'une sortie en salle, d'un film qui est actuellement au cinéma, qui est sorti d'ailleurs ce mercredi 31 janvier, et donc on va vous parler de La Zone d'intérêt. Je vous présente évidemment, ou je ne vous présente plus, Gilles Enivelet qui est avec moi à l'autre bout de Paris actuellement. Bonsoir à tous, toujours un plaisir d'enregistrer, même si cette fois, effectivement, on est à distance, on n'a pas pu enregistrer ça tous les deux ensemble, mais on va essayer de faire au mieux et de présenter une belle émission sur cette zone d'intérêt qui est un film, ma foi, très très intéressant et curieux. Oui, puisque déjà c'est la première fois qu'on retrouve pour la seconde fois un réalisateur qu'on a déjà abordé, donc effectivement le réalisateur d'Under the Skin, Jonathan Glazer, qui a présenté cette fois son film à Cannes, qui a eu, tu disais tout à l'heure, le grand prix du jury, avec son film Exactement. curieux traitant d'une petite famille qui vit dans une charmante maison de campagne durant les années 40, autour d'une zone assez champêtre. Il y a juste un petit détail, c'est qu'effectivement le père de famille se nomme Rudolf S. Os ou S, Oss, oui, oui, Oss. Os, Os, il me semble. C'est le Horsten Führer, le dirigeant du camp d'Auschwitz. Das ist ja wunderschön. Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete. Das ist Fenchel. La zone d'intérêt qui donne son nom au film, c'est la zone qui délimite en réalité les 40 km autour du périmètre d'Auschwitz, qui était un camp de concentration immense. D'ailleurs, c'est l'un des plus grands et L'un des plus meurtriers. L'un des plus meurtriers, c'est le bon terme. Donc, en réalité, voilà, ça détermine un certain périmètre qui finalement n'est pas vraiment retranscrit dans le film, puisque au contraire, la zone d'intérêt dans le long métrage qu'on nous présente, finalement, ça se résume plus ou moins à la grande maison, la grande mansarde qu'habitent finalement ses propriétaires. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un réel prolongement du cinéma de Jonathan Glazer, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de tropes de mise en scène qui reviennent, on a beaucoup de notamment aussi l'utilisation du son qui est très cher, au réalisateur, hein, c'était déjà énormément le cas sur Under the Skin. Le son était une part très importante de son film. Donc déjà d'un point de vue, formel, technique, on sent clairement la patte de Jonathan Glazer. Même au niveau de ses plans qui sont parfois longs, statiques, on a quelque chose et puis même bon, si vous êtes là, je pense que vous avez vu le film, mais, on a une partie qui a une approche documentaire de la réalité. Comme Under the Skin pouvait l'avoir, avec cette fausse, avec ces sortes de caméras cachées quand Scarlett Johansson abordait les gens dans la rue. Ici, Jonathan Glazer, dans la zone d'intérêt, utilise plus ou moins ce procédé du réel pour filmer des gens qui travaillent aujourd'hui dans le camp de Auschwitz que les visiteurs peuvent donc venir voir, visiter. Donc il y a aussi voilà, des choses qui résonnent avec son cinéma et des choses qui reviennent. Oui, c'est ça. En fait, c'est un film qui va utiliser ses tropes pour livrer un film qui va être contemplatif et qui va, en fait, qui va vachement déstabiliser par cet effet d'ordinaire qui va se distordre. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans le film sans vraiment savoir de quoi ça parlait. Et effectivement, j'ai pas tout de suite compris quel était le contexte en réalité,
puisque c'est un film justement qui lâche un peu son spectateur dans le contexte qui est présenté. Et effectivement, au début, c'est assez déstabilisant de voir en fait vraiment cette maison. Je parlais de maison de campagne, mais pour être plus précis, ce serait plutôt une maison de vacances en réalité, avec une verrerie devant la chambre, enfin devant l'entrée. Il y a une petite piscine, carrée qui est d'ailleurs entourée de pavés qui forment une espèce de T, mais vraiment la lettre. Bah, tu as le personnage de la mère de Hedwig Höss qui arrive là et qui dit que c'est une maison du paradis, quoi. C'est le paradis, quoi. Pour elle, c'est le paradis, malgré que à quelques mètres à côté, derrière le mur, des gens meurent de faim, souffrent, meurent de fatigue, sont humiliés, sont traités comme des animaux. Enfin, il y a quelque chose de très dissonant. Tout le film travaille la dissonance entre ce qu'on va voir et ce qu'on va entendre. C'est-à-dire qu'on ne sera jamais dans le camp. On va juste entendre tout ce qui se passe dans le camp, tandis que la petite famille vit sa meilleure vie, va dans la piscine, fait sa petite tarte, boit son petit rosé. Mais de toute façon, c'est quelque chose, comme on le disait, qui travaille beaucoup Jonathan Glazer. C'est la distance avec l'humain, c'est-à-dire aussi filmer l'absence d'empathie, filmer l'opposition visuelle et sonore, filmer des choses comme ça l'intéresse vraiment beaucoup. Et là, je pense qu'avec la zone d'intérêt, on atteint un peu ce point de culminance. En fait, oui, effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans le film. Il y a énormément de contrastes qui se créent dans la maison entre effectivement rien que tout simplement la barrière, enfin plutôt le mur qui sépare la maison du camp, puisqu'en fait le mur familial qui est du côté de la maison est surplombé de derrière par les grillages, en fait, par les barbelés plutôt. Donc ça, c'est vrai que c'est assez terrifiant. Il y a aussi, si je me souviens bien, les vêtements de la famille qui sont plutôt... moi, je pense surtout en fait oui, parce qu'on n'est pas revenu sur le fait que Hedwig Höss était jouée par Sandra Hüller. Quel enchaînement en quelques mois. Enfin, sortir de Cannes avec une palme d'or et un grand prix du jury, c'est quand même assez fou. Assez impressionnant, ouais. Et donc du coup, elle a plutôt un répertoire vert et avec ses cheveux dorés en fait, alors que les servants, donc du coup la maison a de nombreux domestiques, la famille emploie de nombreux domestiques, et elles sont habillées en gris et ont plutôt les cheveux noirs. Ouais. D'ailleurs, je me demande si ces servants-là, c'est pas explicité, je crois, dans le film, mais que leurs servants, finalement, sont tous juifs. Non, je crois qu'à un moment, la mère pose la question, et le personnage de Sandra Hüller répond non, ce sont des filles du coin. Ouais. Mais est-ce que c'est, tu vois, c'est pareil, on sait pas vraiment, parce que leurs servants, ils sont mis au niveau presque au même niveau que les pauvres gens qui sont dans le camp d'Auschwitz, tu vois. Pour montrer vraiment que les nazis là ils traitent tous les gens autour d'eux comme de la merde et comme des animaux, quoi. Pire que des animaux, parce que leur chien mange à table à un moment, quand il pique une saucisse sur une table, quoi. C'est-à-dire que c'est hallucinant, parce que même à un moment il y a un dignitaire nazi qui va caresser un chien dans la rue, qui est comme si c'était un gosse, quoi, tu vois, alors que c'est des gens qui programment la mort, tu vois. Il y a une vraie dissonance avec les animaux et l'humain. Et c'est vrai que je rejoins en fait sur avant la prise de conscience de tout ce qui se passe du film, le mieux évidemment c'est d'être vierge de toute information. Il y a aussi effectivement une scène qui est assez choquante, c'est lorsque l'équipe composant le camp interrompt en fait, se font irruption dans la maison. Et en fait, au début, moi, je comprenais pas ce qui se passait en réalité, si c'était normal, tout simplement. Et en fait, il y a un côté finalement assez festif derrière leur irruption, puisque c'est l'anniversaire du camp du chef du camp. Au final, dans tous les cas, c'est vrai que c'est quand même des personnages à qui, avec lesquels on a toujours beaucoup de distance en réalité, puisqu'ils sont souvent filmés soit de loin, soit de dos. Moi, je me souviens qu'effectivement, dans la maison, il y a il y a plusieurs fois des travelling qui permettent de rendre compte en réalité de la profondeur de la maison à travers les couloirs. Mais ces travelling, en fait, ils sont faits derrière justement Hedwig Höss, donc la mère de la famille. Et en fait, ça permet de rendre compte à quel point la maison est démesurée, surtout par rapport finalement à ses occupants.
finalement, Et par je crois qu'il rapport n'y a pas un seul gros plan du film, hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul plan rapproché, un seul gros. à... Je crois que c'est que des plans à chaque fois assez larges, tu vois. Et Mais c'est vrai que ces plans prennent plus de sens, effectivement, lorsqu'on rentre dans les bureaux. Alors, je ne sais pas exactement où on se situe, mais il y a beaucoup de bureaux de réunion, en fait, ouais, par ouais, rapport à la place, en fait, que devrait occuper, justement, Rudolf Hoss, puisque il a entendu qu'il doit changer de poste, euh, et donc ne plus être le dirigeant du camp. Et ça, en fait, effectivement, ça amène à des réunions finalement assez froides, mais où ah du oui, coup oui. ce cadrage, en fait, paradoxalement, colle beaucoup mieux à la situation. Effectivement. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a des situations, parfois, l'horreur est distillée dans le film de manière assez insidieuse. Je sais pas si Oui. tu vois ce que je veux dire. Je- Et en fait, c'est toujours une manière insidieuse et quelquefois, ça va un peu ressortir plus violemment. Moi, je pense surtout au moment où ils vont aller se baigner. Ils vont aller se baigner et en fait, on va se rendre compte que dans la rivière, c'est l'eau qui est déversée, il y a des cendres et des ossements humains, quoi. Et, Hmm. euh, et donc là, c'est de l'horreur qui éclate plus fort, entre guillemets, au visage. C'est-à-dire qu'on va emmener les gosses pour se laver, on va leur nettoyer les yeux, on va les faire cracher, ils vont cracher des cendres, etc. Donc c'est vraiment très visuel là pour le coup. Euh, mais sinon, le film va beaucoup distiller par le son. On a de nouveau Mika Levy qui retravaille avec Jonathan Glazer. Elle avait travaillé notamment sur Under the Skin, qui avait une musique assez incroyable. On a la personne qui est en charge du sound design aussi a gagné beaucoup de prix. Donc on a vraiment une vraie attention sur l'ambiance horrifique et insidieuse du film. D'ailleurs, il y a aussi le film aussi est distillé par plusieurs séquences étranges finalement Hmm. qui, euh, qui en fait illustrent la sortie nocturne. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Il me semble que c'est l'une des filles. Je sais Euh, pas qui exactement est ce personnage, Non, mais en tout cas. je crois pas. Je crois que c'est une gamine qui doit habiter pas très loin du camp. Hmm. Et Et, qui, en fait, oui, toutes les nuits, plus ou moins toutes les nuits, va donner des pommes ou des poires, sûr que c'est des pommes, va cacher des pommes dans des lieux de travail pour hmm. qu'ils puissent manger un Et, petit peu plus. et j'ai oublié de préciser qu'effectivement, ces séquences sont filmées en négatif. C'est En ça, négatif absolument. et négatif couleur, c'est-à-dire qu'elles ont quand même. À travers la nuit, il y a quand même des teintes colorées qui ressortent. Notamment, il me semble qu'il y Absolument. a pas mal de sépia, un côté un peu, ouais, un peu sépia, un peu rouge écarlate. Je pense que c'est pas dû au hasard. Alors, j'exagère peut-être parce que, en fait, moi vraiment, je vais te donner un petit peu la vision, enfin, de la séance que j'ai eue. C'était vraiment une séance très particulière parce que, bah, déjà, je l'ai vue il y a une dizaine de jours. Et en Oui, parce fait, que toi, tu l'avais vu avec le festival Télérama. c'est ça, le dernier euh, jour. Mm. et moi, je l'ai vu donc le 30 en avant-première classique. Donc, oui, on a eu quelques jours de décalage entre nos visionnages. Et pour le coup, c'est vrai que je l'ai vu un peu dans un état second. Donc du coup, j'ai eu l'impression en fait que ce côté contemplatif et ce côté un peu âpre, moi, Mhm. m'a permis en fait de voir des choses que, enfin, ou plutôt m'a demandé finalement un certain effort d'interprétation et je pense qu'effectivement, il y a vraiment une part d'inconnu et de réflexion que doit avoir le spectateur pour finalement se faire sa propre idée du film. Le film est vraiment aride, il est vraiment peu bavard, enfin vraiment, c'est pas un film qui est facile à apprécier parce que parce qu'effectivement, il va toujours y avoir une énorme, comment dire, une énorme barrière entre le spectateur et ce qui est à l'écran, quoi. Là où, effectivement, dans Under the Skin, même si tout était un peu étrange, tout était un peu éthéré, il y avait un côté, c'est ça, il y avait ce côté plus frontalement, comment dire, j'ai plus le mot là, mais Assez onirique. voilà, il y a un côté très onirique, mais le fait qu'on suive quand même un personnage qui évolue et et dont le cadrage est souvent fait en gros plan, fait sur les visages, donne quand même une certaine identification au personnage que l'on voit, alors que là, Hmm. dans la zone d'intérêt, c'est pas du tout le cas en fait. Même Bah, si on ressent les procédés et comme tu disais, le côté, je pense,
le fait de déposséder le spectateur de toute empathie, de toute identification. Voilà, c'est plus ça. C'est pas anodin, je pense, que les seuls actes de bonté du film, ce soit cette petite fille qui dépose des pommes. Pour moi, c'est pas anodin que ça soit filmé avec un procédé différent du reste du film, tu vois. Pour mettre vraiment en exergue ça et rendre presque cet acte de bonté comme une anomalie. C'est filmé comme une anomalie, en fait. Et C'est donc, ça. Après, donc oui, évidemment, c'est filmé comme une anomalie, mais c'est il filmé faut comme une pas anomalie oublier au que centre de ce film qui n'a... le film, lui, pour le coup, ne manque pas de joie. Parce que, effectivement, même si, par exemple, je pense que la réalité des enfants, leur point de vue est évidemment manipulé, évidemment distordu par la réalité du nazisme. Mais Ah bah, eux, les clairement, enfants, quand tu... ils passent leur meilleure vie, ils ont, comment Ouais, dire, mais tu sens qu'il va y avoir des futurs traumatismes très clairement, parce qu'il y a clairement un gosse à un moment, quand il y a une personne qui est sur le point de se faire exécuter et qu'on l'entend du camp, qui dit t'aurais pas dû faire ça, machin, et la personne se fait tirer dessus. T'as le gosse qui se lève et qui fait tu ne recommenceras plus. Tu vois, tu sens que Mm. les gosses déjà, ils commencent Ah à oui, être bah c'est bien, ça. bien, bien atteints mentalement par ce qui se passe. En fait, le cadre est idyllique, mais même un gosse de 4-5 ans sait très bien que ce qui se passe autour, c'est pas normal. Il y a une dissonance en fait, tu Je vois. pense Et qu'effectivement, donc, ça va être effectivement des dégâts qui vont se déclencher à retardement, en tout cas pour c'est ces ça. enfants-là. Bah, Et il y a déjà d'ailleurs, le plus âgé des gosses porte déjà l'uniforme, enfin, tu vois, et se comporte comme un salaud avec son petit frère, tu vois. Il l'enferme dans la véranda, tu ah vois, oui, je me c'est souviens, déjà ouais. un comportement un peu de psychopathe, un peu Mm. d'aucune empathie, etc., tu vois. Tu sens que les Avec gosses un vont pas en sourire sortir, narquois. c'est ça, tu sens que les gosses, clairement, vont être une prolongation de leur père, ou qu'au moins il y aura des stigmates, tu vois. Ouais, je vois. Et puis, c'est vrai que aussi, il y a d'autres choses. Bon, les personnages qui toussent, notamment, parce qu'en fait, c'est un poison, hein, cet endroit idyllique aussi. En fait, tout passe par l'image, mais donc les personnages font que dire oui, c'est idyllique, machin. Bon, le son te fait comprendre que c'est pas le cas. Et en plus, les personnages se mettent à tousser parce que bon, vivre à quelques mètres d'un camp de concentration qui expulse de la fumée et des cendres 24 heures sur 24, ce n'est pas très bon pour l'organisme non plus. Donc les personnages souffrent plus ou moins tous de tout sautement. La mère, quand elle arrive, à peine arrivée, elle se met à tousser. Le personnage de Rudolf Hoss, à la fin, se met à cracher littéralement et à tousser. On peut comprendre peut-être qu'il va Mm. avoir un cancer ou une maladie pulmonaire. Enfin voilà, c'est des personnages qui sont pas non plus, qui en sortent pas indemnes, traitent ça de manière très noire, mais aussi avec, ils se moquent aussi de ces salopards de nazis, quoi, tu vois. C'est sûr. Finalement, ils les laissent se ridiculiser eux-mêmes, en fait. Quand la mère de Edwidge dit oui, oui, ma voisine, machin, elle faisait des trucs de juif, elle a été raflée, c'est bien fait pour elle. Tu sens quand même que les personnages sont tous de sombre merde, quoi. Bah, Tu sens qu'ils s'en privent pas, quoi, Glazer. ils sont façonnés, en fait, par le même moule, quoi. Par C'est ça. Ouais, ouais. un moule fanatique, quoi. Mais moi, du coup, je me demandais, peut-être qu'on va finir là-dessus, mais moi, je me demandais comment tu. Moi, j'ai quelques limites avec le film, notamment quand on se met à sortir de la zone d'intérêt. C'est-à-dire que quand Rudolf Hoss part est muté et a des rendez-vous avec d'autres dirigeants, j'ai du mal un peu à comprendre le film où il Bah, va, est-ce qu'il me... moi, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, parfois, j'ai pas l'impression de savoir exactement où Jonathan Glazer veut aller, en Ouais. réalité. Je pense qu'en fait, il y a une volonté quand même de tenir à une rigueur historique, Hmm, mais en réalité, finalement, cette rigueur historique ne colle pas tout à fait avec le propos que veut tenir en fait le film, c'est-à-dire vraiment passer du temps dans cette maison c'est ça. et voir les comportements humains Parce, évoluer, tu vois. Enfin, parce qu'on l'a, comment se on l'a pas dit, développer. mais c'est adapté d'un livre aussi, hein. Oui, oui, La zone d'intérêt, c'était un livre. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai eu quelques limites sur le dernier tiers du film où je comprends pas très bien ce que veut faire Glazer, pourquoi est-ce qu'il nous fait sortir de la zone d'intérêt, pourquoi. Enfin, j'ai du mal un peu à c'est comprendre. un lien avec aussi le comportement
que lui impose sa femme Hedwig, parce que elle souhaite absolument rester justement près du camp pour garder cette vie-là. Et je pense qu'en fait, ça doit peser sur les... Ouais, mais est-ce que c'est vraiment... Parce que oui, est-ce que c'est vraiment intéressant, entre guillemets, parce que tout peut être Bah non, intéressant, pas trop. mais Enfin, de le traiter dans ce film qui, au contraire, a pour cœur la zone d'intérêt, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'une fois que le personnage en sort, je suis un peu plus perplexe. Oui, il y a des meetings de nazis. Oui, ça parle entre nazis. Il y a des réunions de nazis. Bon, ok, ils sont tous horribles, mais je le savais déjà avec la première heure du film. Tu vois, la première heure 10 du film, je le savais déjà que c'était tous des personnages horribles. Tu vois, c'est... j'ai un peu du mal à comprendre. Il y a eu juste une scène qui m'a marqué vraiment, c'est quand tu sais, ils sont tous en train de faire la fête dans un grand palace et que il appelle sa femme et qui dit la seule chose que j'imaginais, c'est comment est-ce que je pouvais gazer tous ces gens. Ah Je sais oui, pas si tu oui. te souviens. Oui, Ça oui, je m'a me vraiment souviens. marqué, tu vois. Le gars est tellement fou et matrixé que même quand il est dans des soirées mondaines entre petits collabos et entre petits nazis, il imagine carrément comment il pourrait gazer une pièce entière, quoi. Enfin, c'est hallucinant. J'ai trouvé ça super, super fort. Hmm. Mais sinon, j'ai quelques limites. J'aime bien quand ça revient sur un aspect un peu plus documentaire vers la fin du film. Je trouve ça intéressant. Mais sinon, j'avoue que le dernier tiers m'emballe pas plus que ça. Sinon, pour moi, le reste, c'est assez immense. Bah, moi, je pense qu'effectivement, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait à voir dans le film. Et maintenant qu'en fait, je sais à quoi m'attendre, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre, je pense que je le reverrai avec plus de plaisir, mais Hmm. avec quand même peu, euh, un peu de méfiance quand même par rapport justement à ces séquences qui nous plaisent pas et, euh, et quand même aux longueurs que le film peut avoir, parce que c'est vrai que il est très lent, mais en fait, il arrive à nous captiver par moments. Enfin, moi, en Mhm. tout cas, il m'a Mhm. captivé par moments. Et en fait, c'est ces moments-là que je retiens le plus. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Mm. Sinon aussi pour dire, bah, c'est vrai que moi la salle était un peu surprise parce que Jonathan Glazer, il aime beaucoup aussi casser le rythme et casser son film avec des moments un peu plus expérimentaux, comme on disait. C'est-à-dire que le début du film, c'est 1 minute 30 de musique avec un Oui, écran noir. c'est un Et à un sas, moment, ouais. ouais, c'est ça. Et à un moment, il va filmer une fleur et l'écran va devenir, je crois, orange ou rouge, je me rappelle plus très bien. Et juste, il va y avoir de la musique sur une image orange-rouge pendant plusieurs dizaines de secondes aussi. Et, Oui. je me souviens que des spectateurs étaient en mode quoi, mais il y a un problème avec le projecteur. Alors que non, c'est juste que Ah, Glazer, il aime faire ce genre de choses, quoi. j'avais pas marqué, parce que il me semble d'ailleurs que dans le film, il n'y a pas vraiment de musique, c'est plus de l'ambiance musicale, mais... C'est ça, en fait, il y a peut-être 3 à 4 moments où il y a où il y a des grosses envolées musicales, entre guillemets. Bah, le début du film, avec l'écran noir, le moment où il y a l'écran orange-rouge, et je crois qu'il y a peut-être un ou deux autres moments, mais c'est Puis vrai qu'à part ça, il la n'y a fin qui pas. se conclut de la même façon aussi, Ouais, 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 je me ouais. souviens bien. En tout cas, je pense que c'est. Donc, si vous avez vu le film, on est très curieux de savoir ce que vous en pensez, mais aussi, si vous ne l'avez pas vu, on vous encourage quand même à y aller. C'est une proposition assez inédite. On n'a pas l'habitude de voir Non, beaucoup clairement ce genre pas. de cinéma. En plus, c'est tourné en allemand, c'est-à-dire que Glaser, il s'est dit, moi, je veux faire un film avec des Allemands, quoi. Je veux que ça parle allemand et je veux pas que ça parle anglais. Et ça, je trouve aussi que c'est une superbe démarche, très honnête, Mm. très intègre. Je vous encourage à voir ça en tout cas. Voilà, bah, j'espère que notre première critique à chaud, notre premier retour à chaud effectivement d'un film sorti au cinéma, actuellement en salle, vous a plu. De toute façon, nous, on reste sur notre rythme habituel avec une émission par mois normale, mais c'est effectivement, on va essayer de se permettre des émissions un peu plus spéciales qui s'éloignent un petit peu des films qu'on propose d'habitude pour voilà, varier un peu plus notre sélection. J'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine pour une prochaine analyse tout simplement. À la prochaine.